Tout d'abord, en guise de liminaire, je vous prie d'accepter le tribut de ma gratitude et celle des concepteurs de voyage. C'est très plaisant d'avoir une assemblée nombreuse qui est attirée par les programmes qui sont construits ici. Et de fait, nous allons parler de deux destinations qui sont effectivement chères au cœur de nos concepteurs. Et nos concepteurs ont mis le meilleur de leur savoir-faire dedans. L'Égypte est de plus en plus accessible aux voyageurs. Et c'est tant mieux, nous nous en réjouissons, nous en avons été sevrés pendant quelques temps. Aujourd'hui, elle est de plus en plus ouverte, ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit d'une destination banale. Nous, je me permets de le souligner, notre mission est en aucun cas de la banaliser. Et bien plus, notre mission est de la magnifier. Je me permets également de souligner, la première façon dont nous magnifions cette destination, c'est dans notre ADN, si j'ose dire, le voyage accompagné. Donc, vous allez, quelle que soit la formule de voyage qui vous séduira parmi notre production, vous allez vous trouver en compagnie d'un guide qui saura donner un sens à votre voyage. Plutôt que procéder comme le font d'autres maisons sans doute honorables, avec un sympathique guide A qui vous présenterait le Caire à la sortie de votre autocar, et un non moins sympathique guide B qui vous présenterait Luxor à la sortie de votre autocar, ainsi de suite. Vous aurez donc un interlocuteur qui va donner une colonne vertébrale à votre voyage, qui saura vous dire: rappelez-vous, hier, nous avons expliqué ceci, nous avons découvert tel site, tel personnage, et les uns les autres, vous vibrez d'une certaine façon à l'Égypte, puisque nous l'avons croisé lors de nos années de collège. Les uns ou les autres ont pu s'attacher à l'Égypte pharaonique, les uns ou les autres ont pu s'attacher à l'école d'Alexandrie, qui était quand même un des phares de la pensée chrétienne. D'autres ont pu s'intéresser aux Fatimides, d'autres encore à l'Égypte et la crise de 1840 avec Mehmet Ali, que sais-je. En tout cas, vous repartirez avec des clés de compréhension et non pas simplement des petites touches faites de mauvais impressionnisme. Verdier parlait d'impressionnisme en tant que mouvement pictural. Moi, je déplore l'impressionnisme en voyage où on a un petit bout de pyramide, un petit bout de temple et le reste assaisonné à la sauce d'excursions facultatives que d'aucuns vendent 3 fois trop cher, tandis que chez nous, vous aurez donc un programme complet, structuré, et vous repartirez avec des clés de compréhension. Vous aurez su tisser un vrai dialogue avec le guide qui vous aura accompagné. Ceci étant dit, qu'est-ce que c'est que l'Égypte chez Verdier Voyage? Premièrement, un programme classique en 12 jours, mêlant un circuit avec un hébergement en hôtel et une croisière, donc qui est croisière classique, en 7 jours 6 nuits. Nous avons également, Yves Verdier en parlait, l'événement, la nouveauté. C'est une croisière, je me permets de contredire notre président et fondateur, c'est une croisière en 17 jours, donc un programme tout en croisière, et du Caire à Assouan, en passant par la Moyenne-Égypte, qui n'était pas encore visitable il y a peu, mais des grands sites comme Tel El Amarna, comme Migné. Et c'est un programme qui a été conçu avec la complicité d'Amandine Marchal, qui est une passionnée depuis son enfance. Elle a beau être chercheur au CNRS, ça ne doit pas faire peur. C'est pas quelqu'un qui est dans une logique de dire les savants parlent aux savants. C'est quelqu'un qui s'est donné pour mission vraiment de faire vibrer la corde de tout un chacun et au rythme de sa propre passion. Ses sujets de recherche, c'est même la vie quotidienne en Égypte, différents aspects de la vie quotidienne en Égypte. Et donc avec sa complicité, avec sa pleine participation, puisqu'elle sera là pendant les 17 jours, elle animera un cycle de conférences à bord, elle sera accessible à tous les voyageurs. Nous allons même aller sur son site de fouille qui est le Ramesséum. On n'aura pas accès au chantier parce qu'il y a toujours des autorisations administratives, c'est compliqué. Mais voilà donc un nouveau programme, et ce programme Dahabeya. Donc la Dahabeya, qu'est-ce que c'est? C'est, dans la définition de ce qu'est notre gamme exploration, un autre rapport que le rapport classique au voyage. Donc c'est une intimité accrue avec l'authenticité. Il y aura donc la Dahabeya, Alexandre le présentera, et c'est grosso modo 5 nuits à bord, et forcément il y aura un rapport beaucoup plus
intime, beaucoup plus étroit, qui va se nouer entre la douzaine de voyageurs qui va se rassembler et l'équipage. Donc, quand bien même le bateau avec Amandine Marshall, c'est un bateau que nous affrétons, mais on ne va peut-être pas côtoyer le cuisinier du bord. Sur la Dahabéya, si. Avec la Dahabéya, on va vivre une autre expérience aussi. Nous allons avoir un barbecue sur une île. L'île en question, le gros bateau de 40 cabines, on ne peut pas s'en approcher. Donc voilà l'esprit de ce voyage, un voyage qui vous mènera aussi dans notre gamme Égypte, puisque même avec 3 voyages, on peut parler de gamme aujourd'hui, c'est la découverte d'Alexandrie. Je poursuis avec la Thaïlande, donc la Thaïlande qui est un des piliers de notre programmation, donc avec un voyage classique qui se trouve augmenté dans notre gamme découverte d'un voyage plus étoffé, plus ambitieux, il y a une sorte de toute la Thaïlande en découverte, et aujourd'hui aussi donc du voyage exploration qui permet de parfaire notre gamme avec une proposition d'intimité au cœur des anciens royaumes de ce qu'on appelait autrefois le Siam, avec des expériences qui sortent de l'ordinaire. Aller à Ayutthaya à vélo, somme toute, ce n'est pas commun. Dormir dans un campement des plus confortables, je me permets de le souligner, au cœur de la jungle, voilà qui n'est pas commun non plus. Et toutes ces expériences sont, que ce soit l'Égypte, que ce soit les expériences que vous allez vivre en Thaïlande, c'est le reflet de la créativité de nos concepteurs de voyage qui redoublent chaque année d'efforts pour repenser les destinations, les faire vivre, enfin qui ne sont pas des administrateurs de voyage qui reproduisent à plaisir les itinéraires année après année, mais qui, d'une part, épousent l'actualité, se tiennent à l'affût des ouvertures de sites, des possibilités de visite, et qui donc renouvellent nos propositions. Pour l'année 2020, Yves Verdier en a parlé, donc le catalogue arrivera dans quelques temps. Nous sommes en train de vous préparer d'autres nouvelles émotions, nouvelles découvertes, nouvelles explorations. Vous allez en apprendre bien plus long. Moi, je ne connais que superficiellement l'Égypte, pas du tout le Siam. C'est Alexandre qui sait tout à peu près, donc je pense que je vais beaucoup en apprendre ce soir et lors d'une fort agréable soirée. Merci beaucoup. Merci Martin. Bien, merci à vous et bienvenue donc dans cette réunion. Je dois dire que je termine, et j'ai le plaisir de terminer ces 3 semaines de présentation de l'Égypte et de la Thaïlande. On est aussi à la 9e session des voyages exploration, donc ça fait quand même quelques années maintenant, à peu près 9 ans, voilà. Donc on a ce rendez-vous qui est très agréable parce qu'on se retrouve et on a donc le plaisir d'évoquer, je dirais, des expériences de voyage qui ne sont pas des vacances, qui sont justement le voyage. Qu'est-ce que c'est un petit peu le voyage ? Je dirais peut-être c'est pas seulement de découvrir des belles destinations, des beaux temples, des beaux sites, etc. Pas seulement voir la carte postale, mais c'est évidemment de toucher à ce qui fait la richesse d'un pays, c'est son peuple. C'est l'âme d'un pays, donc son peuple. Et c'est vrai que donc, les voyages d'exploration vont vous permettre déjà, parce que vous êtes en petit groupe, donc entre 6 et 16 participants, donc ce sera le cas bien sûr pour la Thaïlande, mais on vous a rappelé tout à l'heure donc, que pour ce voyage que je vous présentais sur l'Égypte, qui n'est pas seulement qu'une croisière, vous allez faire donc une expérience aussi complète donc, de l'Égypte qui va englober Alexandrie, qui va englober différents aspects d'Alexandrie. Vous allez aussi toucher au monde copte, j'y reviendrai tout à l'heure, essentiel dans la transmission des savoirs antiques jusqu'à notre époque contemporaine. Vous allez aller jusqu'à Abu Simbel d'une façon aussi plus originale, vous allez prendre le temps et vous serez à peine 12 participants. Donc 12 participants en Dahabéya. Donc la Dahabéya, c'est un bateau qui traditionnellement, on va dire à la fin du 19e siècle, début 20e, était utilisé comme moyen de transport classique et aussi pour le transport des marchandises le long du Nil, ce Nil qui, il y a 15 jours à peine, dans une revue scientifique anglaise, eh bien, les géologues ont démontré que ce fameux Nil, en fait, qui était considéré comme le fleuve immortel, eh bien, n'a pas changé dans sa géologie depuis 30 millions d'années. Donc on va dans ce voyage non seulement parler bien sûr de l'aspect des paysages, on va aussi découvrir les grands sites,
mais on va pouvoir, grâce à la Daibia, qui est un petit bateau dont le tirant d'eau est à peine de 60 cm, de pouvoir s'approcher du littoral, de débarquer à terre et pas seulement d'être spectateur sur le pont, comme on fait de façon classique, de voir défiler devant vous des paysages qui sont immuables, des paysages et des façons aussi de vivre qui sont identiques, je dirais, à ce qui se passait il y a plusieurs milliers d'années, 3000 ans, 4000 ans, parce qu'on continue à faire encore des maisons avec la brique crue, et je vous parlerai aussi du nom, l'origine même du nom de l'Égypte, donc par rapport à ce limon. Et donc vous allez rencontrer cette population. Vous êtes 12 participants, et vous allez sur cette dahabia, donc à partir de Luxor, donc l'ancienne Thèbes, jusqu'à Aswan, donc première cataracte, faire à peu près 200 km, donc remonter donc le cours du Nil, et bien sûr voir les grands sites archéologiques. Ces sites archéologiques, quand on va en Égypte, on pense toujours, on voit l'Égypte ancienne. Mais je vais aussi introduire l'idée, parce que vous allez à Alexandrie, bien sûr, de la civilisation grecque et la civilisation romaine, par laquelle, en fait, on va avoir une vision qui va déjà être transformée par ces civilisations. Des temples aussi, qui nous semblent très anciens, parce qu'ils ont plus de 2000 ans, mais 2000 ans, qu'est-ce que c'est dans l'histoire de 5000 ans de l'Égypte? Je vais vous parler aussi un petit peu de l'archéologie dans ce voyage qui va être très complet, qui évidemment vous sera raconté beaucoup plus en détail quand vous ferez le voyage, que moi en une espèce de à peu près une demi-heure je vais condenser cette histoire. Donc vous l'aurez par un guide évidemment égyptologue qui sera avec vous, comme on l'a expliqué tout à l'heure pendant tout le cours du voyage. Alors je vais vous présenter la carte du circuit, parce qu'évidemment cela va vous permettre de comprendre un petit peu mieux ce voyage qui va durer donc pratiquement 15 jours et qui va vous amener d'abord dans la région d'Alexandrie. Vous allez aller tout au sud. Alors bien sûr ici sur la carte Abou Simbel, vous le savez pour ceux qui connaissent, est vraiment au sud, donc en plein désert de Nubie. Mais vous allez donc arriver au Caire. Alors on a à peu près 4 heures de vol, pas 4 heures 4 heures de vol, 1 heure de décalage, c'est pas grand chose, et une température qui est tout à fait agréable, je dirais, si vous avez envie de quitter ce temps qui est froid, qui commence à devenir pluvieux, quand c'est bien moche et bien pluvieux, vous partez, on va dire à partir d'octobre, novembre jusqu'au mois de mars, c'est très bien, après il commence un petit peu à faire chaud. Je vous dirais aussi que sur les sites archéologiques, et dans le désert, vous avez une grande amplitude thermique entre le jour et la nuit, bien sûr. Donc quand même, éventuellement, le matin, quand vous allez voir surtout le matin, je vous expliquerai aussi pourquoi on visite le matin. C'est pas seulement pour la qualité esthétique, mais aussi par rapport aussi, évidemment, à ces grands temples qui vont être construits selon aussi des lois mathématiques et astronomiques. Vous allez donc découvrir la Basse-Égypte, donc la partie d'Alexandrie, qui est le plus grand port actuellement de l'Égypte, un territoire immense. L'Égypte, c'est 1 million de kilomètres-carrés, 100 millions d'habitants, mais comme à l'époque antique, il y a plus de 5000 ans, la population qui se concentre toujours le long de ce ruban qu'est le Nil. La population qui est très importante évidemment dans le delta, et particulièrement le Caire, Al-Caïro, la victorieuse, c'est le nom en fait de cette ville, qui est la plus grande mégapole, métropole de toute l'Afrique, qui est aussi très importante parce que je vous parlerai aussi des liens que cette ville va avoir entre l'Occident méditerranéen et puis le reste du Moyen-Orient, avec les échanges des épices, les échanges commerciaux qui vont faire que le Caire reste encore aujourd'hui une référence aussi culturelle. Vous visiterez bien sûr au Caire le fameux musée, le grand musée archéologique se trouve encore en place Tahrir, mais vous savez qu'il va bientôt, on pense pouvoir le transférer du côté de Giza. On ne s'est pas encore fait parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes de logistique. Bon, il y a beaucoup de choses dans un pays qui a aussi beaucoup de défis. On a parlé effectivement tout à l'heure que l'Égypte, et je vais parler un petit peu aussi au niveau du tourisme, les images que je vais vous présenter, ce sont des images que j'ai ramenées de l'hiver dernier, donc où j'ai pu revenir en Égypte, je dirais en individuel ou en petits groupes, c'est-à-dire aussi un territoire comme d'autres territoires sur cette planète qui s'ouvre aussi à un nouveau tourisme. En 2008, il y a eu bien sûr la crise mondiale qui va, je vais dire, un petit peu laminer le tourisme en général, qui va aussi obliger donc beaucoup de territoires à se transformer, mais il y a eu aussi le printemps arabe, vous savez bien sûr, qui va faire que l'Égypte va
bien sûr devoir se transformer. Et je dirais que c'est à ce moment-là, je vous montrerai des images où il y a pratiquement personne aussi sur les sites, où vous êtes aussi vous serez avec votre guide bien sûr, et on est en train voilà, de toucher à une nouvelle façon de voyager. La Dabia aussi va nous rappeler que par exemple les premiers touristes, à la fin du 19e siècle et début 20e, eh bien, ils voyageaient en Dabia. Juste une grande, donc la grande Agatha Christie qui va donc prendre une Dabia et aller jusqu'à Assouan et écrire Mort sur le Nil. D'autres explorateurs, d'autres chercheurs vont donc à ce moment-là donc utiliser ce moyen de transport. Vous allez ensuite donc découvrir Alexandrie. Entre Alexandrie et le Caire, donc qui est distant à peu près de 200 km, vous allez vous intéresser aussi au patrimoine copte. Donc dans la région qu'on appelle Wadi al-Natroun, c'est la vallée du natron. Le natron, c'était le carbonate de soude. Les Égyptiens utilisaient la soude, carbonate de soude pour confectionner les momies. Vous allez découvrir le patrimoine des coptes. Donc il y avait une cinquantaine de monastères qui existaient donc, au début du Moyen-Âge. Ces coptes qui vont se réfugier dans cette région parce qu'ils étaient aussi... il y avait des querelles, vous savez, au moment du début du christianisme, il va y avoir des querelles entre les différentes pensées, et donc de cette nouvelle religion qui va s'implanter aussi en Égypte. Et il en reste 4. Vous allez découvrir aussi ce monde très important qui va faire le lien entre l'ancienne Alexandrie, bien sûr, et puis le monde qui va évoluer dans ce territoire. Vous allez ensuite prendre l'avion, vous allez arriver directement à Luxor, donc l'ancienne Thèbes, vous allez découvrir tout le site, que ce soit l'ancienne ville des vivants, la ville des morts, bien sûr, et à partir de là, vous allez descendre jusqu'à Assouan en Dabia. Donc je reviendrai tout à l'heure, évidemment, sur... Je dirais plus le luxe, c'est surtout le charme qui vous attend dans cette croisière très particulière. Vous aurez vraiment une intimité aussi intéressante avec le Nil. Alors, quand vous arrivez au Caire, bien sûr, je vous ai dit, vous allez prendre la direction d'Alexandrie. Ici, on s'arrête donc dans ce patrimoine copte. Deir el-Souriani, donc le monastère des Syriens, est l'un des 4 représentants en fait de ce qui reste de cette culture qui est encore vivante, parce que la communauté copte, évidemment, grâce à elle aussi, c'est par cette communauté que l'on a pu aussi transcrire, évidemment, les savoirs de l'ancienne Égypte. Vous savez qu'à Alexandrie, on va l'aborder, eh bien, c'est une ville qui est récente dans l'histoire égyptienne, bien sûr, puisqu'elle va être fondée par Alexandre, donc en 331, précisément avant notre ère, et qu'elle va constituer un savoir immense, un résumé, grâce à la grande bibliothèque d'Alexandrie, qui va évidemment ensuite brûler à différentes étapes. Donc ce patrimoine très intéressant que vous allez découvrir nous introduit évidemment donc à Alexandrie. Ici dans une image, je vous présente un petit peu le résumé de toute cette culture que vous allez découvrir dans cette ville, qui est une ville moderne aussi bien sûr, mais qui est une ville métisse, qui a toujours été une ville métisse. À partir, on peut dire, de l'arrivée donc des Grecs, et donc avec Alexandre, eh bien l'histoire de l'Égypte va être différente, c'est-à-dire que de 330 jusqu'à, on va dire, au début du XXe siècle, ou on va dire au milieu du XIXe siècle plus précisément, l'Égypte va toujours être soumise à différentes influences culturelles. Les Grecs, les Romains qui vont aussi participer à continuer quelque part aussi la tradition égyptienne, mais en la transformant, en pratiquant aussi des restaurations. Parce que les restaurations et l'archéologie, j'y reviendrai aussi évidemment, va beaucoup évoluer. Vous avez bien sûr donc la tradition égyptienne, vous avez aussi la tradition romaine avec la fameuse colonne de Pompée, et puis dans le lointain derrière, donc aussi la ville moderne qui est une ville aussi qui s'est fortement étendue, qui correspond aussi au plus grand port de l'Égypte. À peu près 5 millions d'habitants à Alexandrie, donc c'est une ville importante. Et sur les restes de l'antique phare, donc Pharos, c'est cet édifice qui était constitué, qui faisait partie des 7 merveilles antiques, donc reste seulement maintenant la grande pyramide de Gizeh, la pyramide de Khéops, et bien on avait construit cette fois-ci au XVe siècle de notre ère, donc une forteresse sur les restes de l'ancien phare, donc effondré au cours des siècles. Il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des tsunamis. On a aussi des textes de voyageurs, notamment des voyageurs de l'actuel Maroc, des Maures, qui racontaient au XIIIe siècle qu'il était dangereux de s'approcher des ruines du phare parce qu'il menaçait complètement de s'écrouler. Donc c'est un bâtiment
qu'on va recycler, parce que vous savez que déjà à l'époque antique, l'époque médiévale et au cours des siècles, eh bien, les populations réemployaient évidemment les pierres, et c'est ce qui va se passer avec la construction de Kate Bay ici, donc qui est une forteresse qui au XVe siècle va servir à protéger la ville, cette fois-ci, d'une population donc, qui est l'Empire ottoman. Hein, les Ottomans qui vont, à partir du XVe siècle, vous savez, se positionner sur la Turquie actuelle et vont commencer à englober, hein, donc par une puissance, ils avaient la puissance militaire la plus importante au XVe siècle, hein, ils vont englober aussi l'Égypte jusqu'au XIXe siècle. Et vous savez qu'ensuite ce sont les Anglais qui vont soutenir, hein, donc, les Saoudiens, l'Arabie, pour repousser évidemment l'expansion des Ottomans. Hein. Donc on parle effectivement tout à l'heure, Martin, on parlait de Mehmet Ali, donc c'était le vassal, hein, au XIXe siècle de l'Empire ottoman. Il va jeter les bases de l'Égypte moderne. Hein. Donc cette Égypte ensuite qui va devenir cette Égypte contemporaine, je dirais sur à peu près 2000 ans, l'Égypte, elle va être sous les influences de différentes civilisations. Il va y avoir bien sûr l'arrivée de l'islam qui va aussi beaucoup changer de beaucoup de choses évidemment, qui vont aussi transformer le regard et l'image et l'apparence aussi, notamment de la ville du Caire, mais un territoire toujours donc intéressant parce que considéré aussi selon Strabon, le grand géographe grec du 1er siècle avant notre ère, le comptoir du monde, Alexandrie. C'était là où arrivait tout le savoir. Et ce savoir, on l'a d'une certaine façon reconstruit donc au début des années 2000 par ici à Alexandrie, la grande bibliothèque, la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie, selon l'architecture, la conception d'une école d'architecture norvégienne avec la collaboration de la France et de l'Égypte pour concentrer donc tous ces savoirs. Je ne vous parle pas et vous détaille pas non plus Alexandrie, ce que vous allez découvrir, parce que vous allez dormir dans ce voyage, vous allez dormir donc à Alexandrie, près sur la corniche en fait, le long de la Méditerranée, découvrir aussi une belle architecture art déco. Hein, donc aussi une autre époque, une ville vraiment étonnante parce que différente de ce que l'on peut aussi connaître de l'Égypte. L'Égypte, on l'associe évidemment toujours à l'ancienne Égypte, l'Égypte antique. Et à Alexandrie, donc vous allez vous intéresser à un site qui est intéressant, peut-être moins impressionnant évidemment que les grands sites que vous allez découvrir tout au long du Nil, mais quand même très important parce que considéré aussi selon la tradition à Taposiris Magna ici, face à la Méditerranée, comme étant le lieu de la sépulture du dieu Osiris. Hein. Osiris, donc évidemment avec sa sœur épouse Isis, qui va être elle aussi vénérée, non seulement par les Égyptiens, mais dont le culte va se perpétuer par les Grecs et aussi par les Romains. Hein, les Romains, par exemple, au temple de Philae, qui fait partie de notre voyage, eh bien, on continuait hein, à vénérer ces dieux. Et c'est un site aussi qui est intéressant parce que les tombeaux qui vont être aussi remontés, notamment ce tombeau, eh bien, va servir de modèle, par exemple, au plan présumé de l'ancien phare, hein, donc le fameux phare d'Alexandrie. On pense aussi qu'à Taposiris Magna se trouverait la tombe de Cléopâtre VII, hein, donc celle qui va laisser, hein, donc en se suicidant, l'Égypte au domaine des Romains. Les Romains ensuite vont englober l'Égypte et vont faire que l'Égypte va devenir le grand grenier à blé hein, de l'Empire romain. On pense aussi, peut-être parce qu'on n'a pas trouvé la fameuse tombe d'Alexandre, Alexandre le Grand. Et l'archéologie, évidemment, aussi, nous en tant que Français, on est bien positionnés parce que c'est l'archéologie, l'égyptologie, elle est née avec la campagne d'Égypte. Hein, donc avec Bonaparte, donc à la fin du XVIIIe siècle, et il avait eu évidemment, je dirais, la présence d'esprit, même si ça a été une catastrophe au niveau militaire, d'emporter avec lui 500 civils, notamment des chercheurs, des historiens, des archéologues, bon, qui vont nous ramener tout ce savoir et qui vont pour nous, Français, nous ouvrir eh bien, la porte de ce territoire qui est considéré maintenant le berceau de l'écriture. Ce n'est plus donc Sumer, parce qu'il y a des querelles d'experts. Hein. Et l'archéologie, c'est quelque chose aussi de politique. Hein, c'est quelque chose évidemment où on a justement des querelles d'experts, on est toujours en train de repousser aussi les dates des découvertes parce qu'on fait appel maintenant à des ingénieurs de structure, à des généticiens,
hein, on fait appel à toutes sortes de techniques qui n'existaient pas évidemment il y a 2 siècles, où seulement les archéologues regardaient les sources épigraphiques, les textes. Hein, donc là aussi l'archéologie est en plein donc, évolution. Et je dois dire que le nouveau musée d'ailleurs qui va ouvrir au Caire, qui se trouvera sur le plateau de Gizeh, a aussi en son sein un laboratoire, donc un laboratoire pour étudier la génétique, pour aussi étudier la filiation que l'on connaît à travers quelques textes, parce que là aussi c'est compliqué de remonter et de reconstruire toute cette histoire qui est très très ancienne, de dater aussi des, des structures qui ont elles-mêmes été restaurées à l'époque des pharaons. Hein, donc c'est compliqué, hein, tout cela, mais en même temps c'est absolument passionnant. Sans vous faire attendre les files d'attente dans les aéroports, nous vous propulsons directement à Luxor, dans ce très beau temple d'Amon, à la lumière du soleil, dans la lumière de la nuit qui arrive. Luxor ou l'ancienne Thèbes, cette fois-ci, nous sommes au Nouvel Empire, à l'époque du grand Ramsès, hein, qu'on appelait le pharaon bâtisseur. On est donc à la 19e dynastie, de Nouvel Empire, et c'est vraiment justement cette Égypte que l'on connaît, celle qui nous fascine. C'est le moment justement aussi de la pleine puissance de cette Égypte antique qui va influencer, qui va évidemment influencer bien sûr et inspirer les Grecs dans leur philosophie, dans leur mathématiques, etc. Les sites que vous allez découvrir, évidemment, la vallée des rois, la vallée des reines. Je vous présente ici des sites qui parfois, dont certaines tombes sont fermées, d'autres sont ouvertes, parce qu'évidemment nous sommes toujours dans une recherche perpétuelle. On parlait tout à l'heure aussi, évidemment, donc les conférencières qui vont pouvoir vous amener sur aussi le site du Ramesséum. J'étais en décembre dernier justement avec une équipe franco-italienne donc sur le site du Ramesséum, et on est toujours en train d'ouvrir un site, de le refermer, parce que vous savez aussi, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir conserver tous ces sites. En général, il faut 1 mois pour désensabler, 1 mois l'équipe travaille, et ensuite 1 mois on recouvre, parce qu'ensuite il faut pouvoir conserver tout cela. Mais je n'ai pas du tout privatisé les sites, mais vous allez voir que c'est le moment vraiment de découvrir l'Égypte. C'est ici la vallée des reines, la vallée des reines, où il n'y a pratiquement personne. Il y a aussi une chose exceptionnelle, et si vous avez l'occasion d'y aller, je vous invite vraiment à le faire, parce que juste derrière nous se trouve donc la tombe de Néfertari. Et la tombe de Néfertari, la femme préférée de Ramsès II, dont le nom signifiait la plus belle parmi les plus belles. Sa tombe a été ouverte récemment, et même si on ne peut rester que 10 minutes à l'intérieur, si on ne peut pas photographier à l'intérieur et que ça coûte une 60aine d'euros, c'est pas grave, parce que vous avez devant vous le travail le plus fin qui existe en ce qui concerne la peinture et cette impression